L'Assemblée nationale dit oui au projet de loi sur le financement du réseau de large bande nationale. Coût du projet plus de 30 milliards de francs CFA. Son objectif, rendre performant grâce à la fibre optique les matériels consacrés au son et aux lumières. Nous allons nous rendre dans les champs de la zone Office du Niger. Le ministre du Développement rural y était cette semaine. Bokari Treta était parti constater de visu l'évolution de la campagne agricole dans la zone d'Alatuna. Toujours sur la route et toujours en zone rurale, direction d'Edougou au Burkina Faso, la ville chargée d'histoire s'ouvre à la modernité, nous confie Lamine Tchekoura Koulibaly dans un carnet de voyage. Samedi 20h, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette édition. Direction le Palais des Sports où le chef de l'État vient de présider la cérémonie de la Coupe du Mali de basketball. L'AS Commune 3 en dames et le stade malien de Bamako chez les hommes sont les vainqueurs. Les filles de la Commune 3 ont difficilement battu celles de Kidal 61-60 tandis que les garçons du stade ont réalisé le doublé coupe championnat après leur victoire 62-52 sur le centre Bintou Dambélé de Koulikoro. Et je vous propose d'écouter les impressions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des propos recueillis par Kodi Sibi. Mais la loi du sport, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un gagnant. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Bravo donc à la commune 3. Mais Kidal n'a pas démérité. Elle a été parfaite jusqu'au bout. Mais le basket a été ainsi fait. Deux secondes suffisent pour vous enlever la victoire. Mais bravo à la fédération de basket. C'est une très belle cérémonie, dans une très belle salle. Et je souhaite encore de très très beaux jours au basket malien. Et je comprends maintenant que l'Afrique nous est honorée en nous faisant président de la FIBA. Et je crois que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, en tout cas, ce que j'ai vu m'a réjoui. Et nous ferons encore beaucoup d'efforts pour que notre basketball soit absolument au niveau international le plus élevé. C'est vrai que depuis quelque temps, le basketball malien gagne sur la scène africaine. Alors quel appel avez-vous à lancer justement à cette jeunesse du basketball africain, du basketball malien? Ce n'est pas du tout le moment de dormir sur ses lauriers. Plus vous vous élevez, plus ça devient dur. Plus il faut faire d'efforts pour se maintenir et aller plus haut encore. Et c'est la devise d'ailleurs olympique. Altus, Fortus, Situs. Plus haut, plus fort, plus vite. Et on a vu aujourd'hui en tout cas un basket malien parfaitement à la hauteur de ce qu'on attend d'un basket moderne, offensif, dynamique. Et ces joueurs ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Chacune méritait de gagner. Le choix final a été pour la commune 3, que Kidal ne se décourage pas pour autant, elle n'a pas démérité. Bravo à la commune 3, bravo à Kidal. Et Inch'Allah, cette équipe de Kidal, nous la reverrons. Et c'est un bon signe, un très bon signal pour notre pays. La capitaine de cette équipe de la commune 3. Voilà, félicitations aux vainqueurs. C'était tout à l'heure au Palais des Sports. Toujours avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a reçu hier dans la soirée le vice-premier ministre bissau-guinéen Bassirou Dia au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale, la relance de l'économie des deux pays à travers la mise en place de certains projets communs. Les deux personnalités ont également échangé sur les derniers développements de la situation au Mali. On fait le point avec Brahma Traoré. Il était 19h30 ce vendredi quand le véhicule du vice-premier ministre bissau-guinéen s'immobilisait devant la villa numéro 42 du palais de Koulouba. L'émissaire du président bissau-guinéen José Mario Vaz s'est entretenu avec le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et un entretien d'une quarantaine de minutes au cours duquel les deux personnalités ont parlé de la coopération bilatérale, de la politique et de la sécurité. Le vice-premier ministre bissau-guinéen Bassirou Dia se félicite de l'évolution positive de la situation au Mali. Un pays qui peut désormais compter sur l'accompagnement de la Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, il est à côté de Mali, des peuples de Mali, dans un moment très difficile. Demande à la communauté internationale pour être à côté de Mali, pour que le problème de Mali pouvait se résoudre. C'est pour réaffirmer
la relation bilatérale entre la Guinée-Bissau et le Mali, voir comment on pouvait faire des projets concrets entre la Guinée-Bissau et le Mali. Le Mali et la Guinée-Bissau veulent aller au-delà des discours pour poser des actes concrets dans leurs relations bilatérales. L'entrevue entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le vice-premier ministre Bassirou Dia a permis d'engager la réflexion sur un premier projet à vocation économique. Surtout le port de Bouba. Le port de Bouba, c'est le port profond dans notre sous-région. Donc, c'est un projet qui pouvait intéresser la Guinée-Bissau. Et le président, il a dit il va étudier pour voir si Mali, comment il pouvait faire un projet ensemble entre la Guinée-Bissau et le Mali. Le Mali et la Guinée-Bissau sortent d'une crise politique profonde. Deux pays résolument engagés à tourner cette page sombre de leur histoire, à se consacrer aux actions de développement. Et nous avons communiqué sur la tenue des travaux de la 6e session du comité bilatéral stratégique Mali-Algérie. Le jeudi 21 août 2014 se sont tenus à Alger les travaux de la 6e session du comité bilatéral stratégique Mali-Algérie sous la coprésidence de Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, et Ramtan Lamara, ministre algérien des Affaires étrangères, en présence de Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. La réunion a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue la situation dans les régions du Nord, leur consultation depuis leur dernière rencontre et de poursuivre leur consultation en prévision des prochaines étapes du dialogue intermalien inclusif en cours dans le cadre du processus d'Alger. À l'issue des travaux, les deux parties ont salué les efforts entrepris par l'Algérie dans le domaine humanitaire au profit des populations du Nord. Elles ont convenu d'œuvrer en commun pour mobiliser la communauté internationale en vue d'améliorer davantage la situation humanitaire de ces populations. Dans le cadre du processus de règlement de la crise qui sévit au nord du Mali, exprimer leur satisfaction pour les conditions dans lesquelles s'est déroulée la première étape des négociations intermaliennes du 16 au 24 juillet dernier, ainsi que les résultats encourageants de cette étape avec l'adoption de la feuille de route et de la déclaration de cessation des hostilités. La partie algérienne a aussi saisi l'occasion pour exposer les mesures qu'elle a engagées en vue de la préparation de la prochaine étape du processus de négociation qui débutera le 1er septembre 2014. Elle a exhorté les parties maliennes à saisir l'opportunité qu'offrent les avancées significatives enregistrées pour consolider le climat de dialogue actuel de façon à promouvoir une solution négociée consensuelle sur les différents aspects liés à la crise. Quant à la partie malienne, tout en renouvelant sa confiance en l'Algérie en sa qualité de chef de file et à toute l'équipe de médiation, elle a réitéré son attachement au processus de négociation d'Alger et son engagement pour œuvrer de bonne foi dans les délais convenus dans la feuille de route adoptée le 24 juillet 2014. Et ce, conformément aux directives du président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Premier titre de ce journal, l'Assemblée nationale du Mali a voté ce jeudi en plénière la loi sur le financement du réseau large bande national. La mise en œuvre de ce projet coûtera environ 35 milliards et demi de francs CFA. Il vise à compléter en partie l'infrastructure nationale en fibre optique susceptible de supporter des données, des sons, des images et la voix. Projet de loi défendu par le ministre de l'économie numérique, de la communication et des nouvelles technologies de l'information, Mahamadou Kamara. Le commentaire de Fademba Keïta. Voté à l'unanimité des 131 députés présents, le projet de loi autorise la ratification de l'accord de prêt concessionnel signé par le gouvernement de la République du Mali et la Banque Import-Export de Chine pour le financement du projet de réseau de large bande nationale du Mali. Le montant de l'accord de prêt adopté en Conseil des ministres le 11 juin 2014 est d'environ 35 milliards et demi de francs CFA. C'est le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, M. Mahamadou Kamara, qui a défendu le projet devant les honorables députés.
Ce projet vise à compléter en partie l'infrastructure nationale de fibre optique supportant tout à la fois les données, les sons, les images et la voix. Il consiste en la fourniture clé en main au Mali par le gouvernement chinois d'un réseau de fibre optique opérationnel de plus de 1300 km. Les travaux qui dureront 15 mois permettront par ailleurs de désenclaver totalement le pays en assurant des liaisons à haut débit vers les régions du nord du Mali avec une priorité à la sécurisation des zones desservies par un système de télésurveillance pointu. Un autre aspect de la haute importance du projet est le bénéfice de modernisation qu'il apportera à notre administration à travers plusieurs applications, notamment la téléprésence et la mise en place d'un centre de données et de centres d'appel qui permettront de recueillir les préoccupations de nos citoyens à la base. Santé, le dispositif mis en place par le gouvernement malien dans la prévention de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans certains pays de la sous-région se renforce avec l'appui de bonne volonté. Le donateur du jour s'appelle Coris Bank Mali à travers sa fondation. L'institution bancaire nouvellement installée à Bamako vient d'offrir au département de la santé et de l'hygiène publique la somme de 10 millions de francs CFA pour contribution à l'effort de prévention contre cette maladie. La remise du chèque s'est déroulée en présence de Ibrahima Djambili. Aussitôt installé dans le paysage des institutions bancaires au Mali, Coris Bank International signe une première sortie, l'appui au gouvernement malien dans le dispositif de prévention de la fièvre Ebola qui sévit dans certains pays de la sous-région. Le directeur général de la filiale malienne, accompagné de ses proches collaborateurs, est venu remettre ce jeudi au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique le chèque de 10 millions de francs CFA, un geste qui traduit toute la dimension d'entreprise citoyenne de Coris Bank. La Fondation Coris, par ma voix, vous prie d'accepter sa modeste contribution d'un montant de 10 millions de francs CFA pour soutenir et encourager vos efforts de sensibilisation sur le terrain. Au-delà de notre pays, nous entendons mener la même action dans les autres pays où nous sommes installés, c'est-à-dire le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La riposte malienne pour contrer l'avancée de Ebola est en route depuis le 23 mars 2014, soit seulement 2 jours après la déclaration du premier cas en Guinée-Conakry. Un dispositif qui prévoit plusieurs mesures, dont le renforcement des contrôles aux frontières, le renforcement de la surveillance épidémiologique, le renforcement des stocks de médicaments, l'information des populations, la formation du personnel, etc. Un plan de contingence qui nécessite un budget très important. Le présent appui financier de Coris Bank à travers sa fondation reste donc un geste qui arrive à son heure. Avec la solidarité et la spontanéité qui est manifestée par les partenaires que vous êtes, nous pensons que nous pourrons mettre en œuvre sans contrainte financière le plan que nous avons conçu. Nous sommes très sensibles à votre geste de ce matin. Nous souhaitons en retour que vous puissiez vous insérer de la manière la plus belle, avec le plus grand succès dans le milieu financier. Et le ministre de la Santé de souhaiter que d'autres initiatives dans le genre suivent l'exemple de Coris Bank, première institution bancaire au Mali à se manifester. Direction nos régions. D'abord, la 3e où le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sillonne depuis le mercredi dernier. Mamadou Diarra est allé toucher du doigt les problèmes auxquels les services relevant de son département sont confrontés. À Koutiala, Bougni et à Sikasso, le ministre a constaté le manque de ressources humaines, de logistique, de matériel, d'équipement ou encore de schémas directeurs d'urbanisme. Nos envoyés spéciaux sont Daouda Sidiki Diarra et Mamari Sidibi. S'enquérir des difficultés des structures relevant de son département afin d'y apporter des solutions appropriées, c'est le sens donné à cette visite du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Une visite qui a conduit Mohamed Diarra dans les subdivisions d'urbanisme de Koutiala, Bougouni et à la direction régionale d'urbanisme de Sikasso, cela en présence des subdivisionnaires de Yamfoulila, Kolondjiba, Yuroso et Kadjolo. Nous avons eu un ensemble de difficultés auxquelles sont confrontés les services en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Les réponses court terme, on peut les apporter à un certain nombre de difficultés liées à l'insuffisance de ressources matérielles informatiques ou informaticionnelles.
Les réponses à court terme, on pourrait éventuellement les avoir aussi pour un certain nombre de difficultés avec la clientèle. Quand je parle de la clientèle, je parle des usagers de services publics, de l'urbanisme et de l'habitat. Mais pour le reste, il y a des questions de fond qui se posent. L'objectif visé par ce département, c'est de faire en sorte que les services offerts par l'ensemble de l'administration de ces cercles soient conformes aux aspirations. Les 3 localités, Bougouni, Koutiala et Sikasso, partagent les mêmes problèmes, notamment et la vétusté et l'insuffisance du matériel de bureau. Chaque subdivision dispose seulement d'un ordinateur. Il y a aussi le manque de moyens logistiques, l'insuffisance ou le manque de crédits de fonctionnement. Surtout, la nécessité de révision d'un schéma directeur d'urbanisme. Notre schéma mérite une relecture parce qu'il n'y a plus de réserve dans le schéma directeur de la ville de Bougouni. Les schémas directeurs sont conçus pour un certain nombre d'années. Je crois que c'est un horizon de 20 ans. Nous allons travailler avec les différentes parties prenantes pour nous permettre d'avoir un schéma directeur qui réponde à la réalité d'aujourd'hui. Et cette réalité, en termes de réponse, semble déjà être définie. À Bougouni, Koutiala comme à Sikasso, les ministres de l'urbanisme et de l'habitat et sa délégation ont visité les sites réservés aux futurs programmes de construction de logements sociaux et des zones en partie réalisées sans autorisation de permis de construire. Le ministre a respecté la tradition en rendant visite aux notabilités et imams des villes de Bougouni, Koutiala et de Sikasso. Le ministre du Développement rural, lui, était cette semaine en suivi de campagne agricole en zone office du Niger. Au cours de cette mission, Bokari Treta s'est réjoui de la physionomie de la campagne dans la zone d'Alatona, nous précise notre correspondant sur place, Dougoufana Traoré. Cette mission du ministre du Développement rural en zone office du Niger avait pour but non seulement de s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne agricole 2014-2015 dans les casiers rizicoles, mais aussi et surtout de préparer la mission prochaine du Premier ministre en 4e région. Ainsi, le ministre Treta a rencontré l'ensemble des principaux acteurs du développement rural. Au cours de cette rencontre, l'ensemble des préoccupations qui peuvent entraver la bonne marche des affaires en zone office du Niger ont été passées au peigne fin. Lancée depuis le 16 mai 2014, la campagne agricole 2014-2015 en zone office du Niger se présente sous de bons auspices. L'office du Niger envisage d'emblaver 110 000 hectares pour une production de 693 000 tonnes de paddy. Si nous ajoutons la campagne contre saison, nous prévoyons une production totale, disons, de 771 000 tonnes de paddy. Nous sommes à près de 90% des objectifs réalisés. Coup d'essai, coup de maître, avec l'introduction de la pisciculture dans ses activités sous l'égide du ministre du Développement rural, Bokari Treta. Il y a de l'eau et puis de l'eau dans un système d'irrigation fermé, donc de l'eau sécurisée, des circuits sécurisés. Et il y a la ressource poisson. Et puis quand on regarde un peu le système d'irrigation, ça vous jetez un coup d'œil sur vraiment le plan d'eau. Vous avez toutes les conditions de reproduction, d'élevage du poisson. La gestion du projet de Alatona est désormais transférée au ministère du Développement rural. C'est pourquoi le ministre Treta est allé rencontrer les producteurs et les principaux acteurs de ce projet pour mieux s'imprégner de ce dossier. La confiance que nous avons méritée de la part du gouvernement, procéder au rattachement de Alatona au ministère du Développement rural, nous impose de venir sur le terrain. D'abord nous approprier du projet. Désormais, je m'engage, Inch'Allah, à régler tous les problèmes. Nous allons régler les problèmes dans l'intérêt de notre pays, dans le respect des lois et règlements qui gouvernent le pays. En quittant les casiers rizicoles de l'Office du Niger, Bokari Treta s'est réjoui de la bonne gestion des intrants subventionnés de l'État en zone office du Niger. Agriculture toujours, quittons la 4e région pour la 1re région, précisément la localité de Nioro du Sahel où s'est rendu le directeur national de l'agriculture, Moussa Kamara, une visite qui s'inscrit dans le cadre du plan harmonisé et consolidé de la campagne agricole 2014-2015. Mahamadi Alioubari nous en dit plus. En première région, la mission de suivi de la campagne agricole 2014-2015 a choisi les cercles de Bafoulabé, Kaï, Djima et Nioro du Sahel pour visiter des champs, échanger avec les cadres et agents sur la gestion des intrants agricoles subventionnés, mais aussi avoir une vue d'ensemble de la physionomie de la campagne agricole. Le suivi doit être renforcé
au niveau des agents d'encadrement. Parce que les agents d'encadrement, ils sont jeunes, ils ne sont pas assez expérimentés, ils ont besoin d'appui en formation. Et on a insisté auprès des directeurs régionaux, auprès de services de secteur de la culture, que le suivi soit renforcé afin que les gens puissent travailler à l'aise. Les échanges, il ressort que la campagne agricole 2014-2015 est prometteuse dans l'ensemble à la faveur des pluies, survenues en première et deuxième décade du mois d'août. Si les précipitations continuaient jusqu'à fin octobre, les récoltes seraient bonnes. La leçon qu'on va tirer, c'est qu'il faut réfléchir profondément sur les pratiques culturelles à adopter en cas de changement climatique, notamment l'aveugle d'après. Prendre le paysan à arroser les parcelles pendant les périodes de sécheresse. C'est vrai qu'au Mali, on n'est pas habitué à ça, parce qu'on peut sauver les parcelles de riz, de maïs, de sorgho, de blé, pendant 10-15 jours. Les subsecteurs, aussi bien que les paysans, se sont tous réunis de cette visite à la base qui est une première. Selon le directeur national, cette visite s'inscrit dans le cadre du plan de campagne harmonisé et consolidé afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. À Koulikoro, fin de formation du 5e groupement tactique interarmes GTA Debo, une cérémonie présidée ce vendredi par le ministre de la Défense et des anciens combattants, Badaou, remise de brevets aux soldats du GTA Debo, conseil et encouragement des officiers supérieurs ou tout nouveaux ont été les temps forts, nous indique Seydou Traoré. Cette cérémonie solennelle consacre la mise en orbite du 5e groupement tactique interarmes GTA Debo. Il s'agit là du premier bataillon formé dans le 2e mandat de l'EITM. Nos partenaires de l'aménagement, de Barkhane, de même que les forces armées maliennes, il est hors de question que le nord du Mali, ou le nord Mali, se transforme en sanctuaire du terrorisme régional et international, abritant des extrémistes islamistes et des narcoterroristes dans l'arrière-cour de l'Europe. Déjà avec 4 bataillons formés par l'EITM et déployés dans le nord du pays, les autorités militaires reconnaissent le professionnalisme des formateurs européens. En effet, sur ressources propres, l'État malien a financé l'opérationnalisation du cadre de ces formations. L'hébergement, l'aménagement des terrains d'exercice et pris en charge les frais liés à l'alimentation et mis à la disposition des personnels des GTIA, mais surtout acquis sur ressources budgétaires nationales propres, l'équipement, l'armement, les munitions d'exercice des GTIA. Pour bien accompagner les éléments du GTA Debo dans l'exercice de leur future mission, le chef de l'EITM est revenu sur l'importance de la discipline, la cohésion et le moral. Officiers, sous-officiers et soldats de Debo, soyez des frères d'armes au service du Mali. Maîtrisez votre force, respectez l'adversaire et protégez les non-combattants comme vous le feriez pour vos propres familles. EITM a décerné au directeur des écoles militaires du Mali et au commandant du centre d'instruction Boubacar Sarassi de Koulikoro la médaille européenne pour la politique de défense et de sécurité commune. Après réception des brevets, les éléments du bataillon Debo ont défilé au bonheur de l'assistance. Ce GTA Debo, il faut le rappeler, porte le nom du lac Debo. La mairie de Mopti, au chevet des 6 centres de santé communautaires de la ville, elle vient de faire don de matériel et de médicaments d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Moustapha Doumbia, correspondance. L'objectif de cette remise de matériel de santé et de médicaments est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations de la commune urbaine de Mopti. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Mère-Enfant de la mairie de la commune de Mopti. Les bénéficiaires de l'appui sont les 6 centres de santé communautaires de la circonscription. Un coût total de 30 195 800, dont 6 195 800 en médicaments et 24 millions en équipements médicaux. C'est donc le lieu et l'occasion pour moi de rendre un hommage solennel à tous les partenaires techniques et financiers sans la sollicitude desquels le projet Mère-Enfant n'aurait pas abouti. Je ne doute point qu'ils resteront toujours mobilisés à nos côtés. Ces matériels et médicaments sont composés
entre autres des lits, des matelas, des médicaments contre le paludisme, les hémorragies et les maladies infectieuses. Les représentants de la Fédération locale des associations de santé communautaire a remercié les donateurs avant d'assurer que bon usage sera fait du don. Plus de 335 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'appui à l'amélioration de l'éducation dans la région de Gao. Ce projet financé par l'UNICEF vise à créer un environnement sain et studieux à plus de 1300 enfants affectés par le conflit. Pour ce faire, il est prévu la réhabilitation et l'équipement des 4 cercles de la région de Gao, la construction d'abris temporaires, entre autres. Les précisions avec Boubacar Babli Touré. Favoriser l'accès et la préparation de plus de 1300 enfants affectés par le conflit dans un environnement sain et protecteur dans toute la région de Gao. C'est l'objectif visé par l'UNICEF à travers le financement du projet d'appui à l'amélioration de l'éducation en 7e région. Un projet de 6 mois qui sera mis en œuvre par les ONG CRAD, Cabinet de recherche Action pour le développement endogène, Gardel, Groupe Action Recherche Développement Local et ACAS, Association des conseillers agricoles au Sahel. Pour le cercle de Gao, nous voulons couvrir 9878 filles et garçons, 1435 filles et garçons pour le cercle de Bourem et 2515 enfants, filles et garçons pour les cercles d'Ansongo et Manaka. Ce projet entre dans le cadre de l'appui global que l'UNICEF apporte au gouvernement. D'abord pour le retour à l'école dans le nord après la crise. L'UNICEF a lancé une série d'activités d'urgence, dont la réhabilitation des infrastructures gouvernementales. Et les écoles aussi étaient le domaine qui a le plus souffert de toute cette crise. Financé à hauteur de plus de 335 millions de francs CFA, ce projet va permettre la réhabilitation des infrastructures scolaires des 4 cercles de la région, la construction des abris temporaires, l'équipement des bureaux et salles de classe, la distribution des kits d'apprentissage, la formation des acteurs scolaires, entre autres. Je suis certain que les ONG choisies vont tout mettre en œuvre pour la mise en œuvre des résultats escomptés de ce projet. La visite des locaux de l'Académie de Gao, des abris temporaires et un centre d'apprentissage a mis fin à cette cérémonie de lancement. Ici à Bamako, le ministre des Sports a visité le complexe sportif de Kabala. Le complexe qui vient de refaire peau neuve après un investissement de plus de 150 millions de francs CFA est agréable à regarder et répond aux normes internationales du sport de haut niveau, a constaté le ministre. Le reportage de Magafine Konati. Vu de l'extérieur, les bâtiments font rêver. Une fois à l'intérieur, le visiteur est davantage séduit. Salle de séjour, bloc d'hébergement, restaurant, salle de musculation et de remise en forme, bref, rien n'a été négligé, tout a été relooké à Kabala conformément aux standards internationaux. Le ministre des Sports, accompagné par le président de la FEMAFOOT, a fait le tour des lieux pour constater de visu la métamorphose du lieu de rassemblement des aigles du Mali. Les travaux ont porté essentiellement sur la plomberie sanitaire, les dortoirs, les meubles et les installations électriques. À l'issue d'une inspection minutieuse, la satisfaction est au rendez-vous. Je mesure l'immensité et l'importance de l'effort fourni par le ministère des Sports pour ramener à niveau les installations de Kabala. Aujourd'hui, on peut dire que Kabala a retrouvé ses lustres d'antan. Et la qualité des travaux, la qualité des installations est telle que Kabala peut recevoir aujourd'hui des sportifs de très haut niveau de n'importe quel pays. Bien que Kabala soit réservé pour toutes les équipes nationales, mais aujourd'hui, l'occasion fait que c'est le président de la Fédération malienne de football qui est le larron. Parce que c'est eux qui sont attendus et c'est leur appréciation en réalité qui est importante pour nous, parce que c'est eux, plus que le département des sports, qui savent aujourd'hui les attentes de nos joueurs. Outre le confort des pensionnaires, le terrain d'entraînement de l'équipe nationale a également été remis à niveau. À quelques jours de la convocation des aigles, quelques ouvriers s'activent à y apporter les dernières touches. Ces travaux, entièrement préfinancés par un jeune entrepreneur malien, vont coûter à l'État plus de 150 millions de francs CFA. Un sacrifice qui est à la hauteur des résultats attendus. Le ministre des Sports a insisté sur le suivi régulier et l'entretien périodique des installations.
Des contrats de prestation seront conclus avec des entreprises pour assurer la pérennité des investissements, rassure le ministre Guindo. La FEMAFOOT et le département des sports en appellent à l'esprit de civisme et de responsabilité des utilisateurs. Vraiment joli. Signalons que le ministre des Sports, Ousseini Amion Guindo, sur invitation de son homologue vénézuélien, effectuera à partir de ce soir une visite de travail à Caracas, au Venezuela. Le ministre Guindo prendra part à des séances de travail en vue de renforcer les liens de coopération entre nos deux pays dans le domaine du sport. L'Association pour le développement de Kati Koko, plateau ADKP, a procédé ce samedi au lancement de ses activités d'assainissement dans son secteur. Nous, Sissoko, reportage. Ce coup de coupe-coupe du ministre des Affaires religieuses et du culte consacre le démarrage des activités de l'Association pour le développement de Kati Koko Plateau, ADKP. Cette association entend s'impliquer dans la gestion de son cadre de vie. Nous allons déchoucher d'abord les arbustes qui sont dans nos rues pour les rendre circulables. Et ensuite les nids de poules. Et ensuite les herbes. Vous voyez, ça c'est source de moustiques. Donc vraiment, pour au moins protéger notre population, nous-mêmes d'abord, et notre famille. Pour le ministre des Affaires religieuses et du culte, ancien habitant du quartier Koko, cette initiative cadre avec la politique nationale d'assainissement et les principes de l'islam. Le prophète de l'islam paix sur lui. Parmi les 4 choses qu'il a honnies, vous avez la saleté. Il a dit, je n'aime pas la saleté. Alors donc, cela dénote de toute l'importance qui doit être attachée à la pureté, à la propriété. C'est un devoir patriotique que de venir donc. Et c'est cela aussi l'une des missions qui nous a été assignée par le président de la République, être proche des populations. Il est donc normal que l'État aussi apporte l'appui nécessaire, ne serait-ce que le soutien moral. L'ADKP, dans cette première activité, bénéficie de l'appui de la mairie de Kati, qui a mis à sa disposition un camion et du matériel d'assainissement. C'est Kati Koko et non Coco, comme l'a signalé le reporter. Les nouvelles du temps, ou dirais-je plutôt de l'Agence nationale en charge de la météorologie. Elle a tenu la 3e session de son conseil d'administration. Le rapport d'activité à mi-parcours de l'exercice 2014. Les perspectives du second semestre 2014 sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Mouzafani. Cette année, l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo compte répondre aux besoins des utilisateurs de ces données. L'un des projets de 2014 sera l'amélioration des prestations de l'agence à travers ses structures de base. C'est pour nous l'occasion d'exposer auprès des administrateurs ce qui a été fait, ce qui concerne nos perspectives. Mali Météo fait des actions actuellement pour essayer d'avoir le financement auprès de l'État, auprès d'autres partenaires pour améliorer notre réseau météorologique. Aussi, nous avons l'assistance à d'autres utilisateurs qui n'est pas forcément l'agriculture, la santé et autres secteurs. Effectivement, nous comptons améliorer cette assistance d'ici la fin de l'année. La satisfaction des besoins de tous ces usagers constituant une priorité pour le Mali Météo nécessite un renforcement accru de ses capacités, tant sur le plan humain, matériel que financier. Je voudrais que vous exerciez à poursuivre vos appuis au développement du service météorologique dans l'optique de maintenir notre pays au rang des nations citées en exemple, tant sur le plan sous-régional qu'au niveau international, pour la performance de notre méthodologie dans le domaine de ces applications. Les responsables de Mali Météo entendent mieux orienter les actions à venir afin de répondre aux exigences du développement en matière de la météorologie. Ce samedi, démarrage des travaux du 2e congrès ordinaire de l'Association pour la bienfaisance et la droiture en islam au Mali. À l'ordre du jour de ce congrès, la présentation du bilan du bureau sortant et la mise en place de nouvelles instances dirigeantes. La cérémonie d'ouverture présidée par le ministre des Affaires religieuses et du culte est commentée ici par Lamine Keïta. Ce 2e congrès de l'Association pour la bienfaisance et la droiture en islam au Mali est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Il permettra aux délégués venus de l'intérieur et de l'extérieur de faire le bilan des activités menées par le bureau sortant et de mettre en place un nouveau bureau. Dans le statut règlement, chaque 5 ans, on fait le congrès.
ça a été dit dans l'actualité. Normalement, en 2012, on devait faire le congrès. Mais compte tenu de la situation de ce pays, on a reporté jusqu'à aujourd'hui. Le ministre des Affaires religieuses et du culte s'est réjoui de la tenue de ce congrès et a exhorté les participants à persévérer davantage. Chacun de nous peut être un bon faisant, en aidant le vieux à prendre son sachet rempli pour qu'il soit un peu moins fatigué, en s'arrêtant pour que l'autre puisse avoir la route effacée. Voici autant d'actes de bienfaisance quotidienne que vous, religieux, devriez enseigner à nous, apprenants, à nos disciples, pour que nous sachions que ce que le Toubab a appelé l'esprit de civilité est en réalité un esprit religieux et qui rentre dans les fondements de l'action de bienfaisance. L'Association pour la bienfaisance et la droiture en islam au Mali a été créée en 2002. Elle a réalisé plusieurs activités de bienfaisance, dont la construction de mosquées, d'écoles, entre autres. À présent, découvrons ensemble une ville chargée d'histoire. Il s'agit de Dédougou au Burkina Faso. Cette région, qui est la boucle du Mouhou, a gardé un caractère rural. Mais même avec cela, elle s'ouvre petit à petit à la modernité par la diversification de ses activités et fonctions. Le carnet de voyage est signé Lamine Tchekoura Koulibaly. Dédougou est la capitale de la région de la boucle du Moun. Le Moun est le nom donné par les Boaba, c'est-à-dire les Bobos, à ce fleuve anciennement appelé la Volta Noire, fleuve qui arrose le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Le Moun a donné son nom à la région administrative dont Dédougou est justement le chef-lieu. On l'appelle aussi la cité du Bankui. Le Bankui, c'est la zone de buisson, de forêt. Avec l'évolution, le nom Bankui, petit à petit, a changé. Et à un moment donné, c'est devenu Dédou. Et Dédou qui veut dire que je suis assez heureux, riche. Et je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Alors, ensuite, avec l'arrivée des Djoula, ça a encore pris une autre formule qui est aujourd'hui Dédougou. C'est grâce à ce puits que l'ancêtre qui arrive entre le 15e et le 16e siècle, venant de Mandé, a découvert ce puits-là grâce au croisement d'un crapaud. Il en a fait son logis entre griffes, jusqu'à ce que, à l'approche de l'hivernage, qui regagne le Mandé, l'actuel Mali. La région de la boucle du Moun a donné à l'Afrique trois grandes figures de son histoire contemporaine, avec parfois des divergences idéologiques, notamment entre Nazi Boni et Daniel Wézin Koulibaly. Divergences dans le débat sur le fédéralisme à la veille des indépendances, la lutte pour l'indépendance ou encore la reconstruction de la Haute-Volta, devenue Burkina Faso depuis le 4 août 1984. Le troisième et cadet est le professeur Joseph Kizerbo. Mais la région de la boucle du Moun, et sa capitale en particulier, s'illustre davantage par la révolte des Bois contre la domination coloniale en 1915-1916. Révolte vécue d'ailleurs par Nazi Boni et qu'il immortalise plus tard dans son livre intitulé « Crépuscule des temps anciens », livre étudié dans les programmes scolaires au Mali. Regard au rétroviseur sur cette révolte, matée au bout de 9 mois, mais dont on garde une grande fierté. Ici, toute la région s'est révoltée. Chaque village a un motif de révolte. Soit c'est le garde qui a mal fait, soit c'est le chef de canton, en tout cas, il y a pas mal de choses. La révolte, ça a été général dans la boucle du monde. Pour pouvoir mater la révolte, il a fallu 4 expéditions à travers la région de la boucle du monde. C'est à juste titre que Dédougou a érigé des lieux de mémoire à travers la ville. Ces lieux de mémoire rappellent aux générations actuelles le sacrifice consenti par leurs dévanciers pour la liberté, la justice et la dignité. Ces lieux de mémoire sont surtout un rappel au devoir de génération, une sorte d'inspiration pour les générations montantes.
La femme Bouaba a joué un rôle important dans la révolte de Bois. À un moment donné, quand ça n'allait pas, c'est les femmes qui prenaient les défends. Ce monument représente l'hommage rendu à la femme Bouaba. Et la femme Bouaba représente une force, une bravoure, la dignité. Plusieurs services sont installés à Dédougou. Mais la ville, avec ses 38 000 habitants, garde un caractère rural, avec cependant un début d'industrialisation marqué par l'implantation d'une usine textile. Il existe cependant plusieurs atouts pour diversifier et développer ses fonctions. Avec le désenclavement actuel de Dédougou, il y aura beaucoup de gens qui vont venir ici pour faire telle ou telle exploitation. Soit la transformation des produits agricoles, tels que le maïs, tels que le sésame, tels que le fonio même, et le riz dont je viens de parler tout de suite. Ça veut dire qu'il y aura encore des gens qui vont venir s'installer là, étant donné que quand vous prenez par exemple la route Mali et Dédougou par exemple, à 145 km, c'est rien. Donc ça veut dire qu'il y aura des investisseurs qui vont venir du Mali, qui seront intéressés, peut-être pour venir s'installer par là, faire soit du commerce, soit faire une unité d'industriel. Le 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso sera fêté à Dédougou le 11 décembre 2014. La ville se prépare à l'abriter. Des chantiers sont visibles et l'air retombé aussi. Voilà. Sur un tout autre plan, les concertations régionales sur le sport au niveau du district de Bamako ont démarré ce matin, réunissant des spécialistes du sport et les représentants des communes. Ces assises visent à identifier les problèmes qui entravent le développement du sport au Mali pour élaborer une politique sportive. Le point avec Khalifa Namatraoui. Les grandes performances sportives dépendent de la bonne organisation et surtout d'une très bonne politique de gestion et de promotion du sport. Le ministère des Sports entend impliquer tous les acteurs dans l'élaboration de ces documents. Un processus participatif qui consiste à recueillir les contributions et suggestions des experts, des anciens sportifs ou en activité et autres personnes ressources. Il s'agit de mener des enquêtes à travers le Mali. L'exercice s'avère difficile mais exaltant. L'objectif de ces concertations vise à réunir tous les acteurs du domaine sportif afin qu'ils se penchent sur les difficultés qui entravent le développement du sport au niveau du district de Bamako. Les difficultés sont énormes et elles peuvent se situer tant au niveau des infrastructures qu'au niveau des moyens dégagés vraiment pour la mise en œuvre de cette politique sportive. Nul ne doute que la présente activité portée sur la concertation régionale avec les acteurs et responsables de l'État et du mouvement sportif national vient à point nommé. Par le document cadre qu'elle participe à élaborer dans le cadre de la politique nationale en matière de développement et de promotion du sport, la présente concertation est un exercice d'une importance toute particulière. Les concertations se poursuivent présentement dans les régions et à Bamako. Un forum national sera ensuite organisé, cela afin de doter le Mali d'un document de politique de développement et de promotion des sports. Détenu au plan des compétitions africaines des clubs, l'AS Real joue demain au compte de la 6e et dernière journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération contre le Coton Sport du Cameroun. Pour le Real, il faut s'imposer impérativement en inscrivant plus de buts et espérer en même temps une victoire de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire chez les Congolais de l'AC Léopard. AS Real, Coton Sport du Cameroun, c'est demain, dimanche, au stade Omnisport Modibo Keïta à partir de 14h30. Fin de ce journal. Je vous rappelle l'une des principales informations, celle de la victoire de la commune 3 sur l'Attaque Club de Kidal 61-60. C'était tout à l'heure au Palais des Sports en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Demain 13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai là pour la grande édition du soir. Merci à toute l'équipe de réalisation et grand merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonsoir à tous et bon week-end.